Chers élèves, bonjour. C'est Madame Hassoun, professeure d'enseignement secondaire. Alors, aujourd'hui, les séances que je vais présenter, ce sont des séances un petit peu particulières dans la mesure où elles vont constituer une certaine révision à votre examen du baccalauréat. Comme c'est écrit ici, révision bac. Alors, normalement, je vous avais préparé quelques sujets, traitements de sujets. On va essayer de traiter des sujets ensemble. On va essayer de revenir sur les questions pertinentes qui reviennent souvent, pour ne pas dire toujours, dans les examens du baccalauréat. Mais avant cela, il est important que je revienne sur quelques caractéristiques des différents projets que nous avons étudiés. Alors, le projet 1, c'était le texte historique, texte et documents d'histoire. Alors, vous savez très bien que quand on parle d'historique, vous pensez toujours à l'histoire, à la géographie, à la guerre. Effectivement, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que je voulais vous faire remarquer dans ces séances-là. Alors, un petit rappel du texte historique et son type. Regardez, le texte historique est de type narratif, dans lequel l'auteur raconte, relate, narre un événement. Quand on dit un événement, c'est un fait qui a laissé une trace dans l'histoire, c'est-à-dire qui a marqué l'histoire, soit d'une région, soit d'un pays, soit d'une nation, un État, etc., pour informer le destinataire, c'est-à-dire dans le but d'informer le destinataire. Évidemment, on va informer ce destinataire, ce récepteur, des événements du passé qui ont marqué l'histoire. Alors, donc, le texte historique obéit aux caractéristiques du narratif. Vous savez très bien qu'il existe différents types de textes, entre autres le narratif que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est quoi narrer? Narrer, c'est raconter. C'est entrer dans un type spécifique d'écriture permettant de rendre compte d'événements qui se sont produits dans le temps, c'est-à-dire des événements du passé. Dans ce projet, on trouve généralement des textes en rapport avec la politique et ses conflits. Quand on dit la politique et ses conflits, on pense directement à la guerre. Les conflits politiques mènent directement à la guerre. Alors, exemple de document historique, l'histoire du 8 mai 1945, que tout le monde connaît, principalement les Algériens, le 1er novembre 1954 à Khanchla, le 5 juillet 1962, les deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, tous ces textes, tous ces supports, ils sont dans vos manuels scolaires de 3e AS que nous avons déjà abordés et traités. Aussi, on peut y trouver des documents d'histoire, pas simplement en relation avec la guerre, mais en relation avec des événements ayant marqué bien sûr l'histoire, soit pour le bien de l'humanité, ou alors le contraire. Exemple, les médicaments et vaccins, le sport, les médias. Et quand je dis le contraire, par exemple la création de bombes, la création de bombes, la bombe atomique, pensez à Hiroshima, Nagasaki. Les questions qui permettent de reconnaître la situation d'énonciation, donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut traiter un discours historique. Alors les questions qui reviennent souvent et qui permettent de retrouver la situation d'énonciation, ce sont les questions classiques qui parlent, c'est-à-dire l'énonciateur, l'émetteur. À qui s'adresse-t-il, c'est-à-dire le récepteur, l'interlocuteur, l'interlocuteur, A-I-R-E. Et le destinataire. Donc, quand on a le heure, c'est qui? Ici, c'est A-I-R-E, l'interlocuteur. Ne l'oubliez pas. Où? Quand? C'est-à-dire là, on a le spatio-temporel. Et pourquoi? Bien sûr, dans quel but? Quand on écrit, c'est toujours dans un but. Et on va voir ici, le but du discours historique, c'est quoi? Alors, ces principales caractéristiques. Non? Alors, l'espace des indices spatio-temporels. Nous avons les principales caractéristiques du discours historique. Ce sont
c'est l'emploi des indices spatio-temporels, c'est très important. La présence, c'est-à-dire la présence de noms propres, personnes ou régions, présence de chiffres et pourcentages. Les dates sont organisées chronologiquement. Les temps employés et leurs valeurs, passé imparfait, passé simple plus que parfait, et le présent de l'indicatif. Donc, j'explique. Dans un discours historique, dans un texte historique, nous avons des dates, des lieux, des personnes et des événements. Ce sont ces 4 composantes qui constituent le texte historique. Pourquoi? Nous allons le voir après. Entre autres, nous avons les temps, évidemment, puisqu'on est en train de relater des événements du passé, alors on a recours au temps du passé, à savoir l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait pour dater encore bien plus avant, antérieur à l'imparfait, et le présent. Et on va voir pourquoi l'auteur utilise le présent. On va le voir dans les séances prochaines. Quant au lexique le plus employé dans un discours historique, c'est-à-dire que dans un discours historique, écoutez-moi bien les enfants, les apprenants plutôt, généralement quand on parle d'histoire, on parle de guerre. Je vous avais fait tout à l'heure une petite remarque, c'est-à-dire que qui dit histoire ne dit pas forcément la guerre. Regardez quand on parle du 8 mars, la journée de la femme, ce n'est pas la guerre, c'est une manifestation. Hein? Quand on parle du 16 avril, hein, ce n'est pas la guerre, c'est le savoir. Hein? Alors, mais la majeure partie du temps, c'est la guerre. Alors, le lexique qui revient beaucoup dans les textes historiques, voilà, nous avons généralement révolution, répression, revendication, peuple, nation, communauté, victime, blessé, torture, mort, indépendance, libération, résistance, défense, lutte, rébellion, paix, discrimination, racisme, troupes armées, massacre, carnage, accrochage, embuscade, guerre, conflit, combat, soldats, prisonniers, otages, résistants, moudjahid, guerriers, détenus, massacre, carnage, accrochage, on l'a déjà dit. Alors, voilà, ça revient. Alliés, patrie, victoire, conquête, exécution, armes, déclenchement, bataille, combat, colonialisme, colon, colonisateur, martyr, victime et guillotine. Donc, généralement, un texte historique, quand il parle de conflits politiques et de guerre, vous allez trouver automatiquement et inexorablement ce lexique. Bien. Alors, nous avons 2 manières de relater des faits historiques. Soit l'énonciateur se contente de rapporter des faits sans s'impliquer, par souci de distanciation. On parle alors de discours neutre et objectif. Alors, j'explique. Il y a 2 manières de présenter un texte historique. Soit l'auteur ne veut pas s'impliquer, c'est-à-dire que son but, il est autre que son implication. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Soit, nous allons voir le 2e point, l'énonciateur peut choisir de s'investir pleinement dans son énoncé. Il porte alors un jugement sur les faits relatés. Il cherche à faire partager son opinion au lecteur et à entraîner l'adhésion de celui-ci. Alors, je reviens. Regardez, quand je dis l'énonciateur se contente de rapporter des faits sans s'impliquer par souci de distanciation, on parle alors de discours neutre et objectif. Ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il va mettre devant? Il va mettre en avant les faits et les auteurs des faits. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons voir aussi la prochaine fois, on va essayer de traiter un sujet, un discours historique neutre et objectif, et vous allez voir que ce qui est important pour l'auteur, c'est les faits et les auteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marque de subjectivité. On ne le retrouve pas, ni par les pronoms personnels, ni par
autre moyen que nous verrons ultérieurement. Mais les discours, ils sont là, on a un discours où l'auteur peut s'investir, c'est-à-dire il va donner un jugement, il va porter un jugement, il va donner son opinion. Et là, le discours historique ne relève pas uniquement de l'objectivité, mais il peut être aussi argumentatif, c'est-à-dire que l'auteur donne son opinion. Nous allons voir ça dans des textes ultérieurement. Alors, pourquoi? Eh bien, il a un objectif, c'est qu'il voudrait faire partager son opinion au lecteur, il voudrait entraîner l'adhésion de celui-ci, il voudrait le sensibiliser. Donc, ça, c'est en général les caractéristiques du texte historique. Je voulais faire juste un petit rappel, comme ça, quand on va traiter un texte historique, quand on va essayer de répondre aux questions susceptibles d'être posées dans les examens du baccalauréat, on sait d'abord, de prime abord, ce qu'est un discours historique, quelles sont ses caractéristiques et sur quoi il se concentre. Voilà. Donc, pour la première phase, je pense avoir terminé et nous allons aborder dans la séance prochaine un type de discours, c'est-à-dire d'abord le A, j'y reviens, regardez. Nous allons essayer de traiter ce discours neutre et objectif. Et vous allez voir un petit peu la différence avec l'autre type de discours, sans pour autant oublier de vous dire que, généralement et à 80% des cas, les discours historiques sont des discours où subjectif où l'auteur donne à un moment ou à un autre son jugement. Il apporte son jugement, il donne son opinion. Alors sur ce, je vous dis au revoir mes chers élèves et à la prochaine séance. C'était Madame Hassoun, PES de français, pour vous mes chers apprenants.